Père Noël au Japon, figurant à la télévision japonaise, faux étudiant ou encore prêtre pour les mariages, aujourd'hui je vais vous raconter tous les petits boulots que j'ai fait au Japon, comment je les ai trouvés, mes expériences et puis enfin combien j'ai gagné. Au Japon, tous ces petits boulots s'appellent des arubaito qui vient de l'allemand arubeit qui signifie travail. Mais comme les Japonais adorent raccourcir les mots à l'oral, on dit presque toujours baito. Quand on débarque au Japon avec un visa Working Holiday ou un visa étudiant, la première question qu'on se demande, c'est forcément comment je vais faire pour gagner ma vie. En tant qu'étranger, surtout si on ne parle pas japonais, c'est pas facile de trouver du boulot, mais avec un peu de débrouillardise, on finit toujours par s'en sortir. Quand je suis arrivé en 2012 au Japon, j'ai fait pas mal de baito, ces petits boulots précaires sans contrat fixe où on est payé à l'heure, sans congé payé et où toutes les parties peuvent arrêter quand elles veulent. Par exemple, imaginons que tu vas bosser chez McDo une semaine, si au bout d'une semaine ça te plaît pas, tu peux quitter quand tu veux. Et inversement, si tes managers ou l'employeur n'est pas satisfait de ton rendement, il peut aussi te virer quand il veut. Donc c'est un fonctionnement qui est très souple, mais qui peut être aussi très instable. Les baito, c'est bien quand tu es étudiant ou quand tu veux gagner un peu d'argent de poche, mais par contre, quand tu rentres dans la vie active, ça veut dire pas de stabilité, c'est très précaire. Et c'est pas une situation qui est très enviable parce que comme je l'ai dit avant, t'as pas de congé payé, souvent t'as pas de mutuelle, donc si t'es malade par exemple, t'es pas payé. Le taux minimum horaire en 2025, il se situe autour des 1000 yens, un peu moins dans les campagnes et un peu plus dans les grandes villes comme Tokyo, Kyoto ou Osaka. Alors le premier baito dont je vais te parler, c'est prof de français. Quand on est français et qu'on débarque au Japon, la première chose qui peut te venir à l'esprit, c'est faire prof de français. Parce que c'est un boulot qui est accessible, qui ne demande pas forcément de devoir parler japonais et qui permet aussi d'avoir des horaires flexibles. J'ai personnellement testé quasiment toutes les manières d'enseigner le français au Japon et ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment pas aussi simple qu'on le pense. C'est un métier qui demande de vraies compétences pédagogiques et surtout, il faut pas croire que parce que tu parles français, tu vas pouvoir enseigner le français. Alors déjà, la première méthode que j'ai fait, c'est enseigner le français dans une école. Donc quand je dis une école, attention, je précise, ce n'est pas une université ni un lycée, ce n'est pas un contrat à plein temps, mais un contrat plutôt de type baito, où en fait on va signer un contrat avec une école, fixer un taux horaire, par exemple, je sais pas, 3000 ou 4000 yens, et ensuite on va faire des cours d'essai avec des élèves. C'est-à-dire que un élève va venir à l'école et va dire « Écoutez, moi j'ai envie de prendre des cours de français », l'école va t'appeler, ils vont dire voilà, on a un élève qui veut faire un cours d'essai et on fait le cours d'essai. En fonction de l'école, parfois, et même très souvent, on n'est pas payé aussi cher qu'un vrai cours pour le cours d'essai et parfois le cours d'essai est aussi plus court. Si l'élève est satisfait, il signe un contrat avec l'école et on le retrouve en général chaque semaine à la même heure. L'avantage de donner des cours comme ça dans une école, c'est qu'on a un cadre relativement stable, mais il y a aussi quelques inconvénients. T'as pas de garantie d'avoir beaucoup d'élèves, tu peux avoir un élève pendant 2-3 mois, surtout en français où la demande n'est pas aussi forte qu'en anglais par exemple. T'as pas de congé payé et ton emploi du temps dépend entièrement de celui des élèves. Ensuite, une deuxième manière d'enseigner le français, c'est les cours privés. Comme ici, on n'a pas l'intermédiaire de l'école, on peut facturer les cours un peu plus cher et il existe pas mal de sites où les professeurs indépendants peuvent s'inscrire pour rechercher des élèves. Ensuite, une autre méthode qui marche très bien pour trouver des élèves, c'est le bouche à oreille. Plus on va avoir d'élèves, mieux ça va marcher. Comme ici, on n'a pas le cadre de l'école, il faut trouver un endroit où faire les cours. Donc, ça peut être chez l'élève directement quand on a une bonne relation de confiance, mais dans la plupart des cas, en fait, on donne les cours dans les cafés. Donc, l'endroit du café, ça va dépendre où l'élève est disponible. Par exemple, s'il travaille à Shibuya, on va prendre un café à Shibuya. Alors, le faire dans un café, c'est bien parce que c'est gratuit, mais c'est pas forcément si gratuit que ça parce que tout va dépendre en fait de votre feeling avec l'élève. Parfois, l'élève va vous payer la boisson, parfois non. Et s'il ne vous paye pas la boisson, dans un café, on est obligé de consommer. Donc, il faudra payer les 400 yens du café et c'est quelque chose qu'on va forcément enlever de notre salaire. Donc, par exemple, on va dire que vous facturez la leçon 1 heure 4000 yens. Ça veut dire que sur les 4000 yens, vous allez enlever déjà 400 yens de la consommation du café. Ensuite, il faut prendre en compte aussi les transports parce que les transports coûtent très cher quand même à Tokyo. Surtout si par exemple, comme je dis tout à l'heure, on va à Shibuya et que par exemple, comme moi, vous n'habitez pas à Tokyo même, mais en banlieue, ça peut vite monter très vite. Et puis aussi, il faut compter le temps perdu entre les cours et dans les transports. Ce qui fait qu'en fait,
C'est pas forcément si rentable que ça. Sur le papier, c'est intéressant, mais en réalité, ça demande beaucoup d'organisation et il faut se constituer une vraie base de clientèle d'élèves pour pouvoir en vivre. Ensuite, une dernière manière d'enseigner le français, c'est enseigner le français en ligne sur Internet. C'est quelque chose que j'ai fait personnellement le soir quand je rentrais du boulot. Entre 20h et 23h, je donnais des cours sur Internet. J'avais fait un contrat avec une entreprise qui donnait des cours par Skype et le principe était assez simple. D'abord, on définit un créneau. C'est-à-dire que par exemple, on dit le lundi, le mardi et le jeudi, je peux faire cours de telle heure à telle heure. Alors ça peut être aussi dans la journée, mais en général, les gens qui font cours en ligne comme ça, c'est pour faire des cours après le boulot. Donc les cours les plus demandés, c'est entre 20h et minuit. Ensuite, les élèves réservent des cours de 50 minutes. Une fois que la leçon de 50 minutes est terminée, on rédige un petit rapport sur ce qu'on a fait sur la leçon et on donne des devoirs aux élèves. Tout ça, ça se fait via l'intranet de l'entreprise. Donner des cours comme ça sur Internet, ça a pas mal d'avantages, notamment le fait d'être chez soi et donc on n'a pas ni le temps perdu dans les transports, ni le coût des transports, et en plus, on peut enchaîner 3 leçons à la suite. Le problème, c'est que c'est beaucoup moins payé que les cours en école ou les cours privés. Ici, on ne touche environ que 1500 yens pour 55 minutes. Donc c'est pas facile de trouver la balance. Ces 3 manières d'enseigner le français, elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais une chose que j'ai bien aimé en tout cas avec cette entreprise d'enseignement par Internet, c'est qu'ils te fournissent tous les programmes en PDF, ce qui fait que c'est facile à partager avec les élèves et c'est surtout une bonne manière de se remettre soi-même à niveau. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas parce qu'on parle français qu'on peut enseigner le français. Et ça, on s'en rend compte très vite dès les premières leçons, quand les élèves commencent à poser des questions. Ah, mais ici, pourquoi on peut utiliser le passé composé et pas l'imparfait? Et on peut pas forcément répondre, c'est comme ça. Il faut pouvoir l'expliquer. C'est une chose de savoir parler français instinctivement parce que c'est notre langue maternelle, mais c'est une autre chose de pouvoir l'expliquer grammaticalement. Si on n'a pas un minimum de base en grammaire, on est très vite en difficulté. Professeur, ce n'est pas un métier qui s'improvise. C'est pour ça que pour moi, ça a été une très bonne expérience parce que j'ai pu me former sur le tas en apprenant la grammaire et la pédagogie en même temps que j'enseignais. Plus je donnais de cours, plus je comprenais comment structurer un apprentissage. Et aujourd'hui, avec plusieurs années d'expérience, ça m'arrive encore d'enseigner le français dans des sociétés et je peux dire que je suis un meilleur prof que je ne l'étais quand j'ai débuté. Par contre, prof de français, c'est un métier qui a pas mal évolué depuis 2012 quand moi j'ai commencé. À l'époque, il y avait encore pas mal d'opportunités pour les profs de français. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus difficile de décrocher un poste. Déjà parce qu'il y a plus de Français au Japon qu'à l'époque, donc forcément plus de concurrence. Ensuite, je trouve que les écoles sont devenues beaucoup plus strictes dans leur recrutement. Elles demandent souvent de l'expérience ou le FLE, et aussi parce que la demande pour le français a beaucoup diminué. Déjà, elle a diminué avec les années, mais depuis la pandémie, c'est quasiment un niveau zéro, parce que avec l'inflation, les Japonais voyagent beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'intérêt pour apprendre la langue française, contrairement à l'anglais qui explose. Donc aujourd'hui, si vous voulez quand même enseigner le français en arrivant au Japon avec un visa Working Holiday ou un visa étudiant, il faut quand même être sérieux, patient et prêt à se former. Alors il y en a qui se posent peut-être la question, et prof d'anglais alors, puisque je viens de dire que la demande, elle explose pour les cours d'anglais. Le problème des cours d'anglais, c'est que souvent, ils privilégient les gens qui sont natifs. Très 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 souvent, pour les cours d'anglais, il y a dans les annonces natifs. Ce qui fait qu'en tant que français, même si on parle un bon anglais, en général, ils vont toujours préférer, même si c'est un moins bon prof, ils vont toujours préférer quelqu'un de natif à quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle. Mais il y a un autre baito que j'ai fait où l'anglais peut te servir, c'est les cafés de langue. Les cafés de langue, en fait, c'est simple, t'es payé pour parler avec les Japonais. Moi, j'ai travaillé par exemple dans un café de langue, un des plus connus qui était Leaf Cup, et en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu t'assieds à une table, tu es responsable d'une table, il va y avoir peut-être jusqu'à 5 personnes, et les Japonais viennent tout simplement s'installer pour parler avec toi. La plupart du temps, les Japonais, ils apprennent l'anglais ou ils veulent pratiquer leur anglais, et puis comme en plus, dans l'imaginaire des Japonais, tous les étrangers parlent anglais, c'est accessible à tous, que tu sois
français, espagnol ou encore mexicain. C'est un boulot qui était assez cool et assez tranquille, hein, puisque tout ce que tu as à faire, c'est faire parler les gens. Tu t'assois, tu as le droit à un thé gratuit, bon, qui est pas fameux, hein, c'est un truc à la bouilloire avec des sachets de thé. Hein. Et là, c'est pas un boulot de prof, c'est-à-dire que tu ne dois pas corriger les gens. C'est pas ça, tu dois les faire parler. Même s'ils font des erreurs, c'est pas grave, c'est juste une conversation. De temps en temps, une fois par semaine, souvent le samedi, il y avait une table de français, où là, on peut parler français, mais à 90% du temps, c'est surtout des tables d'anglais. L'ambiance était assez sympa et ça permet de rencontrer pas mal de monde et j'ai même rencontré des gens, par exemple, qui m'ont fait visiter des lieux après. J'ai visité Kawagoe avec un des clients avec qui je parlais régulièrement et qui était très sympa et il m'a fait visiter Kawagoe comme ça. Par contre, forcément, au niveau du salaire, ben, c'est pas mirobolant. T'es payé 1000 yens par heure et en général, c'est des shifts de 3 ou 4 heures. D'autant que pour ce baito-là, il ne rembourse pas du tout les frais de transport. Donc, il faut bien faire attention à intégrer ça dans le salaire. Le seul problème que j'ai eu avec ce baito, c'est qu'il faut avoir une bonne relation avec les managers. Au début, on m'appelait très souvent pour faire des shifts et j'avais même droit au compliment « Ah, t'es super populaire, dès qu'il y a un créneau, on t'appelle ». Et puis un jour, on m'a envoyé faire un shift à Omiya. Et Omiya, c'est une zone donc, qui est en banlieue de Tokyo, hein, à Saitama, et c'est une zone où il y a un peu moins de clients que dans les grandes agglomérations comme Ikebukuro, Shinjuku ou encore Akabane. Et ce jour-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de clients. Il faut savoir que le patron donc, de Leaf Cup, il a une webcam avec tous ses cafés et il surveille ce qui se passe en temps réel à travers les webcams. Et donc là, le patron appelle la manager, les managers qui sont parfois très très jeunes, là c'était une lycéenne, donc elle avait même pas 18 ans, elle avait 17 ans, et après l'appel, donc la manager de 17 ans, elle vient me voir, moi j'étais en train de lire un livre tranquille, et elle me dit avec un sourire un peu forcé, dis comme il n'y a pas de clients, est-ce que tu pourrais pas faire la vaisselle? Donc moi un peu surpris, je lui dis bah écoute, désolé, mais non, moi je suis payé pour parler avec les gens, je suis pas payé pour faire la vaisselle. Donc la pauvre, je lui mets pas le blâme dessus. Elle a insisté parce que en disant que c'était une demande du patron, et du coup, bah j'ai répondu poliment mais fermement que non, je comptais pas faire la plonge. Du coup, bah elle a haussé les épaules, elle est partie. 10 minutes après, il y a un client qui est arrivé et puis ça s'est bien passé normalement. Sauf qu'après ce shift, bah j'ai plus jamais eu de nouvelles. On m'a plus jamais rappelé pour me donner aucun shift dans aucun des cafés. J'avais juste été blacklisté en douceur. Alors, est-ce que c'est une grosse perte? Pas forcément, parce que, bon, 1000 yens de l'heure, c'est plus un complément de revenu qu'un vrai salaire. Mais c'est aussi comme ça que j'ai appris qu'au Japon, bah, si tu rentres pas dans le moule, eh ben, tu disparais du planning du jour au lendemain. Parce qu'au Japon, c'est souvent le cas, en fait. C'est quelque chose que j'ai appris après coup. Au travail, il faut toujours avoir quelque chose à faire. Parfois, on demande à des employés, des vendeurs, par exemple, de nettoyer les toilettes, de nettoyer devant le magasin. C'est des choses assez courantes au Japon. Et si vous regardez bien, même dans les magasins, vous ne verrez mais jamais un vendeur chez Uniqlo ou un vendeur dans un magasin, même dans les grands centres commerciaux où il n'y a pas beaucoup de monde, ils vont toujours faire semblant de plier les vêtements, de faire quelque chose, alors qu'ils font rien. Hein. Ils n'ont rien à faire. En France, par exemple, ils seraient sur le portable, ils seraient en train de discuter. Là, non. Au Japon, c'est très mal vu. L'image est beaucoup plus forte que tout le reste, c'est beaucoup plus important et c'est quelque chose que j'ai appris ça après coup. Un autre boulot qui est assez insolite, c'est être faux étudiant au Japon. Oui, un faux étudiant. Quand je suis arrivé au Japon en Working Holiday, j'ai rapidement essayé de chercher des petits boulots, mais c'était difficile parce que mon japonais était vraiment très limité. Et c'est là que par hasard, dans une soirée, j'ai entendu parler de ce petit boulot qui consistait à être faux étudiant en japonais. Alors comment j'ai trouvé ce boulot? À l'époque, sur Twitter, il y avait un photographe très connu dans le milieu des immigrés français au Japon qui s'appelle Le Japon. Et il a organisé une soirée Twitter. C'était un rassemblement de francophones qui vivaient à Tokyo. Et c'est là que j'ai rencontré Tev de Ici Japon. On discutait un peu boulot et à un moment, il me dit « Si tu cherches un truc facile pour commencer, j'ai un bon plan, tu peux être payé pour apprendre le japonais. » Donc forcément, ça a piqué ma curiosité. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus et il m'a donné l'adresse à Shinjuku d'un institut qui forme les futurs professeurs de japonais. Et comme ces professeurs en devenir ont besoin de s'entraîner avant d'enseigner dans les écoles de langue, ils recherchent des étrangers
pour jouer les cobayes et donc de faux étudiants. Donc j'y suis allé, j'ai passé une petite entrevue, alors c'était plus une formalité qu'un entretien, hein, et puis j'ai été pris. Le concept il est très simple, hein, t'es payé 1000 yens de l'heure juste pour assister à des cours de japonais. Donc tu écoutes le cours, tu poses des questions, tu participes et tu joues le rôle d'un vrai étudiant, ce qui dans mon cas en fait n'était pas totalement faux puisque j'avais vraiment besoin d'apprendre la langue. Chaque professeur en formation s'occupait d'un groupe d'étrangers pendant un mois et ensuite on changeait de prof. L'ambiance était plutôt bonne et certains étudiants revenaient régulièrement, même après avoir progressé, juste pour profiter du système. En fait, le côté faux étudiant, ça vient du fait qu'on nous enseignait parfois ce qu'on connaissait déjà. Par exemple, personnellement, à l'époque, j'avais déjà appris les katakana et les hiragana, mais certains profs devaient suivre un programme strict et nous faisaient passer par ces bases, même si tout le monde les connaissait. Il y avait même des Chinois dans mon groupe qui connaissaient très très bien les kanji, même mieux que les profs eux-mêmes. Et l'autre avantage de ce job, c'est que en fait, on se liait aussi d'amitié avec les profs. Et c'est déjà arrivé que certains profs me recontactent, même après avoir fini la formation, une fois qu'ils étaient devenus de véritables professeurs, soit pour donner des cours particuliers à des gens qui connaissaient, ou alors pour me recommander pour des petits boulots. C'est d'ailleurs grâce à une professeure que j'ai rencontrée là-bas que je vais pouvoir vous parler du prochain baito, c'est Père Noël dans une école internationale. Comment ça s'est passé? En fait, j'ai reçu un email de cette professeure qui m'a dit « Mon fils est dans une école internationale et il cherche un Père Noël. C'est payé 20 000 yens pour la demi-journée et le transport est remboursé. Est-ce que ça t'intéresse ?» Moi j'ai lu le mail, transport remboursé, 20 000 yens pour une petite journée pour être assis sur une chaise et distribuer des cadeaux aux enfants. Let's go! Alors pourquoi c'était si bien payé juste pour faire le Père Noël? C'est parce que c'était une école qui était en pleine campagne japonaise. Du coup, ils avaient vraiment beaucoup de mal à trouver du monde et c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Donc du coup, le jour J, je suis arrivé comme ça, au milieu de nulle part, dans une école de la campagne japonaise, vraiment assez loin des grandes villes. Hein. Une fois arrivé, on m'a emmené dans une pièce où il y avait un énorme costume de Père Noël qui m'attendait. J'ai enfilé le manteau rouge, la fausse barbe et le bonnet et on m'a briefé sur mon rôle. En gros, il y avait 4 groupes d'enfants, du plus jeune au plus âgé, il fallait appeler chaque élève par son prénom et lui donner son cadeau. Une des directives qu'il y avait aussi, c'était toujours sourire et rester dans le personnage. Parce que forcément, comme c'était des enfants, ils croyaient tous au Père Noël. Sur le papier, ça avait l'air facile, mais dans la réalité, c'était un peu plus chaotique. Parce que les tout petits, ils avaient quoi, 3-4 ans, et dès que je les regardais, ils éclataient en sanglots et ça pleurait énormément. Un vieux gaijin barbu habillé tout en rouge, apparemment c'était un peu trop pour eux. T'avais au moins plus de la moitié du groupe des plus petits qui avaient trop peur et qui pleuraient pour s'approcher. Donc du coup, les professeurs sont venus prendre les cadeaux pour leur donner. Par contre, les plus grands, déjà, c'était beaucoup plus bon enfant. Eux, ils avaient capté le délire et ils jouaient le jeu à fond. Certains venaient me taper dans la main, me faire des checks, ou alors me demandaient d'improviser un ho ho ho. Et je me rappelle, il y en a même un qui, quand il a récupéré son cadeau, il m'a demandé « Mais Père Noël, tu parles japonais ?» Donc j'ai eu un petit moment de flottement avant de répondre en japonais. Mais bien sûr, je dois parler toutes les langues pour comprendre les enfants du monde entier. Je suis content parce que ça a eu son petit effet et le gamin, il est reparti convaincu. Au final, c'était un boulot assez sympa, c'est facile, c'était très bien payé et puis c'était fun. Ça m'a fait une bonne anecdote à raconter, même si sur mon CV, j'ai pas forcément ajouté la ligne « Père Noël professionnel », même si ça aurait eu de la gueule. Ensuite, un autre petit boulot que j'ai fait, c'est traducteur et concierge d'entreprise. Contrairement aux autres petits boulots, celui-là, c'était ce qui se rapproche le plus en fait, du travail en entreprise en tant que salariman. Alors, comment j'ai trouvé ce boulot? En fait, je suis passé par un chasseur de tête qui a réussi à me trouver un contrat chez JTB. Donc JTB, GTB, c'est la plus grande agence de voyage au Japon. C'est eux qui dominent vraiment tout au Japon. Et en fait, ils ont un partenariat avec une agence de voyage française. Alors je crois que c'était Voyageurs du Monde, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que je ne me trompe pas. Et donc l'agence française Voyageurs du Monde a un employé à temps plein qui travaille chez JTB et qui s'occupe de faire le concierge pour les clients. Comme cette personne prenait des vacances pendant un mois, JTB cherchait quelqu'un pour la remplacer juste pendant cette période et donc ils m'ont engagé. Et le truc, c'est que comme c'était JTB et non Voyageurs du Monde qui m'engageait, non seulement je faisais le travail de Voyageurs du Monde, c'est-à-dire concierge pour les clients, donc il y a les clients qui m'appelaient, voilà, j'aimerais trouver un magasin de disques sur Tokyo, j'aimerais acheter des billets pour le musée Ghibli, j'aimerais voilà faire ça, et moi je répondais
à leurs attentes, mais quand j'avais pas d'appel de clients, je faisais aussi du boulot pour JTB, c'est-à-dire que je faisais de la traduction, soit du japonais vers l'anglais, soit de l'anglais vers le français, ou alors du japonais vers le français. C'est là-bas que pendant un mois, j'ai un peu pu goûter, un peu expérimenter à ce qu'était la vraie culture d'entreprise au Japon, c'est-à-dire dans une grosse boîte en tant que salariman, et franchement, ça m'a vraiment pas donné envie. C'est un grand open space géant où il y avait genre une centaine de personnes. On était tous entassés les uns sur les autres dans un étage, je crois qu'on était au 15e étage d'un grand building. Et moi, ce qui me déprimait dans ce genre d'ambiance, c'est déjà qu'on était entassés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes à côté de moi et en plus, il y avait des personnes derrière moi. Donc, on voyait tous ce qu'on faisait. Mais en plus, ils fermaient les rideaux, ce qui fait qu'en fait, on n'avait pas la lumière du jour. On voyait pas l'extérieur en fait. Il y avait que la lumière des lampadaires. Franchement, c'était assez oppressant comme ambiance. Et j'ai une petite anecdote qui était rigolote, c'est donc je faisais de la traduction aussi pour mes collègues et comme elle correspondait en anglais avec la France, on me demandait de rédiger les mails à leur place. Et en fait, je rédigeais le mail en anglais et je signais pour elle. Sauf qu'à un moment, il y a une collègue qui vient me voir, elle me dit « Ouh là là, qu'est-ce que t'as fait là? Pourquoi t'as répondu dans un anglais aussi propre ?» Et donc moi, je comprenais pas. En plus, bon voilà, j'ai un bon niveau d'anglais, mais c'est pas non plus un niveau littéraire. Elle me dit non, mais là, en fait, ton anglais, il est trop bon. Et ils vont pas croire que c'est moi. Donc, il faut que tu écrives dans un anglais un peu plus broken, un peu plus cassé, parce que sinon, ils vont se douter que c'est pas moi qui leur réponds. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait assez rire de vouloir délibérément écrire vraiment un peu mal avec un anglais un peu cassé pour se faire passer pour la personne. Au niveau de la paye, par contre, c'était une paye assez sympa. J'étais à 2500 yens par heure, donc c'est beaucoup plus que les baito de 1000 yens par heure, et je faisais à peu près 8 heures par jour, pendant un mois, 5 jours par semaine. Donc c'était plutôt sympa, mais assez fatigant parce que, comme je l'avais dit avant, le soir, je donnais des cours de français, et le week-end, j'y viendrai après, je faisais des mariages. Donc en fait, j'avais aucun repos pendant un mois, c'était assez fatigant quand même. D'autant que le siège était à l'île de Tenozu, donc il fallait prendre le monorail, le même qu'on prend pour aller à l'aéroport d'Haneda, et ça fait assez loin de chez moi, donc entre le trajet aller-retour, plus le soir, les cours de français et le week-end, les mariages, franchement, ça m'a rincé. Mais c'était quand même une expérience assez sympa parce que j'ai pu expérimenter la culture d'entreprise, la vraie culture d'entreprise, et je crois que ça m'a convaincu que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise en tant que salariman. C'est vraiment très fatigant, à la fois physiquement que mentalement. Surtout que malgré que pendant l'entretien, je leur avais dit que j'avais des cours de français et donc je ne pouvais pas partir en retard parce qu'il fallait que je puisse assurer mes cours. En fait, ce qu'ils faisaient, c'était quasiment tous les jours. J'avais pas de boulot la dernière heure, entre 5 et 6 heures du soir. Et puis, arrivé à 5h50, juste 10 minutes avant de partir, j'avais ma chef qui venait me voir et me disait « Oh là là, vite, attention, là on a reçu quelque chose, il faut que tu me fasses ça absolument. » Mais attends, mais il reste 10 minutes. T'aurais pas pu me le dire là, il y a 1 heure pendant que j'avais rien à faire? Et ça, c'était tous les jours. C'était assez fatigant, quoi. Ensuite, un autre boulot complètement différent que j'ai fait et qui était assez sympa à faire, c'est figurant pour la télévision japonaise. Donc, comment j'ai trouvé ce job? En fait, sur Twitter, il y avait une personne, une expatriée française avec qui on se suivait mutuellement et qui a posté un tweet. Est-ce que quelqu'un est dispo pour un tournage? Donc moi, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc elle m'a mis en contact avec la personne responsable du casting, et du coup, je me suis retrouvé sur un tournage sans vraiment savoir à quoi je m'attendais. Le tournage s'est déroulé dans un studio de télé avec Tamori-san, qui est une méga star au Japon, c'est le mec avec les lunettes de soleil qui est à la télévision japonaise depuis des années, c'est une véritable superstar au Japon, un présentateur. Il est notamment connu pour son émission Music Station à la télévision japonaise, et là c'était pour faire l'intro d'une série à sketch, un peu comme les Contes de la Crypte, il y a 4 ou 5 sketchs à la suite, un peu fantastique horreur. Et quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai assez vite été surpris parce qu'il y avait beaucoup de Français sur le plateau. Apparemment, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de rôles masculins qui sont effectués par des Français ou des anglophones, et pour les rôles féminins, ce sont surtout des femmes russes qui sont recrutées via des agences de mannequinat. Sur le tournage, on nous avait répartis en 2 scènes différentes. Il y avait une scène sur le casino, où on était en arrière-plan en train d'applaudir, enfin faire semblant d'applaudir, et où on devait passer des bouteilles aux acteurs, et une deuxième scène où on jouait en fait les journalistes avec des appareils photo d'époque en train de capturer un événement important.
Moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment du travail de figurant, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune ligne de dialogue, c'était juste de la présence en arrière-plan et du mime. Alors le tournage est assez long pour une séquence qui va durer 1 minute 30, 2 minutes, ça prend une journée entière de tournage. Et donc forcément, on passe beaucoup de temps à attendre entre les prises et à discuter entre les comédiens. En discutant un peu avec ceux qui faisaient ça à plein temps, j'ai appris que ce milieu fonctionnait beaucoup avec le relationnel. Plus tu acceptes de rôles, plus tu es bien vu et plus on te rappelle. Certains m'ont dit qu'ils enchaînaient les castings et qu'ils arrivaient à en vivre, mais qu'au début c'est assez difficile parce que faut s'inscrire dans plusieurs agences et accepter de bosser pour des petits cachets. Alors moi, pour cette journée, j'ai gagné 15 000 yens. Ce qui honnêtement, c'est pas mal pour le travail qu'il y avait à faire, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Donc c'est pas forcément un boulot stable, mais certains arrivent à en vivre. Et surtout, ce qui est bien avec le métier de figurant, c'est que il n'y a pas besoin d'être beau gosse. Au contraire, plus on a un physique atypique, plus on peut se démarquer des autres et se faire appeler pour des castings. Donc tout le monde a sa chance. Et il y avait une personne sur le casting qui lui avait quelques lignes de dialogue et il était payé un peu plus cher, je crois qu'il était payé 30 000 yens. Ce qui était marrant aussi, c'était de voir comment Tamori-san, qui est considéré comme une véritable légende, était en train de travailler. Déjà, il arrive sur le plateau, il a 10 personnes avec lui de son staff qui l'accompagnent un peu comme un dieu, une légende vivante. Par contre, sur le tournage, les Français qui étaient avec moi, ils se foutaient un peu de sa gueule parce que il est pas tout jeune non plus, Tamori-san, et il arrêtait pas d'oublier ses lignes de dialogue, et du coup, il fallait refaire les prises je sais pas combien de fois. Ensuite, dans les autres baito que j'ai fait, qui étaient assez sympas, interprète au Tokyo Game Show. Le Tokyo Game Show, c'est le TGS, c'est un salon de jeux vidéo qui a lieu tous les ans en septembre. Et encore une fois, comment j'ai trouvé le job? C'est par des relations sur Twitter, une expatriée française au Japon qui avait publié une annonce, recherche interprète anglais-japonais pour le Tokyo Game Show. Comme j'adore les jeux vidéo, j'ai répondu, j'ai passé un petit entretien, et puis j'ai été engagé sans problème, mais seulement pour le jeudi et le vendredi, parce que le samedi et le dimanche, je faisais des mariages. Donc en fait, c'était une société japonaise qui sous-traitait pour une boîte de jeux vidéo allemand, c'était Daedalic, et le job en fait, c'était d'être sur le stand pour présenter leur nouveau jeu. Je crois que c'était State of Mind, un jeu narratif cyberpunk qui venait de sortir sur Switch, je crois à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de Switch, donc je devais à la fois assister le patron de Daedalic pour les interviews avec la presse japonaise, par exemple comme Famitsu, en traduisant les questions et les réponses du japonais à l'anglais et inversement. Mais ça, c'était une toute petite partie du job parce que la plupart du temps, j'étais sur le stand. Donc dans un premier temps, la première journée, le jeudi matin, j'ai assisté une personne en charge du développement en traduisant pour les joueurs japonais comment fonctionnait le jeu, c'est-à-dire le gameplay, l'histoire du jeu, etc. Et ensuite, à force de les entendre parler, j'ai plus besoin d'eux et c'est moi qui présentais le jeu en fait aux joueurs japonais. Franchement, c'était une super expérience parce que j'adore le jeu vidéo. Et comme en plus le jeudi et le vendredi, c'était les journées professionnelles, déjà il y a moins de monde, donc pendant les pauses, j'ai pu me balader dans le salon. Et puis en plus, j'ai pu rencontrer quelques personnes de l'industrie du jeu vidéo japonaise qui sont venues jouer au jeu sur le salon de Daedalic. Le rythme de travail était quand même assez intense parce que il fallait être là avant les visiteurs pour pouvoir les accueillir sur le stand. Et le flux de visiteurs était constant, donc on enchaînait les présentations sans temps mort. En termes de rémunération, j'ai été payé 15 000 yens par jour, donc 30 000 yens pour les 2 journées. Alors clairement, c'est pas énorme comme salaire, mais c'est quand même une super expérience. Et puis si j'avais l'occasion, franchement, je le referais. Mais aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus d'étrangers qui travaillent dans les studios et donc du coup qui sont amenés à parler anglais. Donc peut-être que ce job aujourd'hui est peut-être un peu plus rare que c'était à l'époque. Ensuite, avant de passer au prêtre pour les mariages, je sais que vous l'attendez, j'ai fait aussi un autre boulot, cette fois-ci dans l'informatique. En France, moi, mon boulot, c'était développeur web, donc j'avais un petit background en informatique, donc j'ai postulé pour une annonce qui cherchait quelqu'un pour débugger un site internet. Alors on peut s'imaginer que dans l'informatique, les salaires sont mirobolants, mais personnellement, là, c'était un baito, et donc du coup, j'ai eu le plus bas salaire de tous mes baitos. C'est un peu surprenant, mais j'ai été payé 850 yens par heure. Oui, 850 yens par heure. Alors après, le boulot était assez tranquille. Tout ce que j'avais à faire, c'était chercher les bugs dans un site et puis remonter les bugs à un développeur externe pour qu'il puisse les corriger. Dans l'informatique, par contre, si vous avez des compétences, notamment en Java, en Python, etc.,
là, il y a vraiment des opportunités pour les étrangers, même si vous ne parlez pas forcément japonais, parce que il n'y a pas une grosse formation dans l'informatique au Japon, et du coup, ils engagent des étrangers beaucoup plus facilement. Mais par contre, le revers de la médaille, attention, c'est que les horaires peuvent être très très lourds. On peut vous demander de travailler beaucoup plus que dans certains autres boulots. Les heures supplémentaires sont monnaie courante et du coup, on sacrifie sa vie personnelle au profit de l'entreprise. Et surtout, les entreprises japonaises restent très hiérarchisées. Donc il faut pouvoir s'adapter à une culture japonaise qui est très rigide. Là où en France, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va vous dire, il faut que tu puisses prendre des initiatives, que tu puisses dépasser ta fonction. Au Japon, c'est tout le contraire. Au Japon, c'est si tu n'as pas eu l'ordre de faire ça, tu ne le fais pas. Tout ce que tu dois faire, tu dois demander l'approbation de ton supérieur. Et cerise sur le gâteau, les vacances, elles sont rares. Vous n'aurez pas 5 semaines de vacances comme en France. Et surtout parce qu'en fait, les Japonais, contrairement à ce qu'on peut croire, ils ont beaucoup de vacances. Ils ont des vacances, ils ont des congés payés. Le problème, c'est qu'on vous fait bien comprendre que prendre plus d'une semaine à la suite, c'est compliqué. Au final, pour moi, c'était un job d'appoint qui m'a permis de payer mes études, puisqu'à l'époque, ce job-là, je l'ai eu quand j'étais en visa étudiant. C'est-à-dire, le matin, je faisais mes cours de japonais en école. L'après-midi, je faisais ce petit job d'informatique. Le soir, je donnais des cours de français sur Internet, et puis le week-end, je faisais les mariages. Et justement, les mariages, on y vient. Prêtre pour les mariages, c'est le job encore aujourd'hui qui est ma source principale de revenus. Alors comment j'ai trouvé le job? C'est simple, vous vous rappelez du café Leaf Cup, le café où on s'assoit à une table et on parle anglais avec les Japonais. Lors d'un shift une fois, ils se sont trompés, ils ont appelé 2 personnes avec le même prénom. On était 2 Français, de Nicolas, et donc du coup on a pu parler un peu ensemble, et lui il m'a dit qu'il était prêtre au Japon. Il m'a expliqué un peu en quoi ça consistait, et quand moi je suis revenu au Japon en 2013 pour faire mon visa étudiant, quand je cherchais du boulot, je me suis rappelé de ça, et je me suis dit tiens, ça peut être sympa, et j'ai postulé. Alors pour ce job, il n'y a pas de prérequis, il faut juste être chrétien. J'ai passé un entretien où j'ai expliqué mes motivations, ensuite j'ai eu une formation. On m'a formé, on m'a expliqué un peu tous les rouages du métier, et puis j'ai pu faire mon premier mariage. Au Japon, il y a 2 religions qui sont dominantes, c'est le bouddhisme et le shintoïsme. Donc quand des Japonais vont se marier au temple, par exemple, la mariée va porter un kimono blanc et le marié un kimono noir. Si le mariage traditionnel comme ça dans les temples, ça reste ancré dans la culture japonaise, les femmes, elles rêvent quand même de se marier comme dans les films hollywoodiens, avoir l'occasion de porter une belle robe blanche pour que ses amis puissent poster des photos sur Instagram. Et donc, pour répondre à cette demande, des sociétés ont créé des salles de mariage avec une salle de réception pour le buffet et une chapelle spécialement dédiée pour faire des mariages à l'occidental. Et quand on parle de mariage à l'occidental, c'est des mariages chrétiens, comme à l'église. Sauf que le Japon compte moins d'1% de chrétiens. Et les Japonais qui se marient, ils sont pas baptisés. Donc pour eux, c'est avant tout l'image romantique de ce type de mariage qui les intéresse. Donc moi, c'est là que j'interviens. Je fais un peu ce que le maire fait dans les mariages en France, c'est-à-dire que je suis le célébrant de mariage. C'est moi qui dirige la cérémonie. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que pour les mariages occidentaux, comme beaucoup de choses, les Japonais ont pris les codes de ce qui se fait en Occident et les ont adaptés à la sauce japonaise. Un petit exemple, le père de la mariée, il va porter un smoking, mais la mère de la mariée, elle est systématiquement en kimono. Aujourd'hui, ce type de mariage à l'occidental, il est pleinement intégré dans la société japonaise et il est même devenu plus populaire que le mariage traditionnel. Alors attention, une petite précision, ce mariage, c'est juste une cérémonie. Il n'y a pas de valeur légale. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire un mariage LGBT avec 2 femmes, alors que le mariage entre personnes de même sexe n'est pas légal au Japon. Il y a encore énormément de choses à dire sur les mariages au Japon, parce que comme c'est ma source principale de revenus, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça, et j'ai vraiment énormément d'anecdotes à vous raconter, mais comme ça risque d'être très très long, je préfère y consacrer une vidéo à part entière. Si toi aussi tu as l'intention de venir vivre au Japon, que ce soit sur le court ou le long terme, ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo où je présente en détail les 5 visas qui vont te permettre de venir vivre au Japon.